donc ça fait 2 grammes par 100 ml. Ce qu'il faut noter ici, c'est la durée d'expérience. Vous voyez qu'ici, la diminution de la respiration, ça dure à peu près 5 heures, 6 heures. Et il faut mettre ça en regard de la vitesse de division de nos levures. Nos levures se divisent à peu près en 2 à 3 heures. Ce qui veut dire qu'ici, on a 2 à 3 générations. Donc c'est un phénomène qui est assez lent. Et c'est donc un programme génétique qui se met en place. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. La deuxième manip que je vais vous montrer, c'est la production du produit de fermentation au cours du temps. Donc vous voyez, dans les conditions de contrôle, il n'y a pas du tout de fermentation. Quand on met les levures sur glucose, on voit apparaître le produit de fermentation de manière très importante. Quelle concentration de glucose? C'est les 2%, donc c'est 2 grammes pour 100 ml. C'est une fermentation alcoolique ou bien... Voilà. Chez la levure, ce n'est pas de la fermentation lactique, c'est de la fermentation alcoolique. C'est ce qui nous sert à fabriquer de la bière, à faire lever des brioches, à fabriquer du pain. Ça produit de l'éthanol et du CO2 en fait. Maintenant, qu'en est-il de la vitesse de division de nos cellules? Donc, si on regarde la prolifération cellulaire au cours du temps, vous voyez ici, dans les conditions de contrôle, nos cellules se sont divisées gentiment. Mais en présence de glucose, elles se sont divisées beaucoup plus vite. Si vous regardez à 6 heures, on a 2 fois plus de cellules. Donc en fait, avec ces expériences, on retrouve les 3 points qui sont caractéristiques de l'effet Warburg. On a une diminution de la respiration cellulaire, une augmentation de la fermentation, une augmentation de la prolifération cellulaire. Donc la question c'est comment et pourquoi cette respiration diminue. Donc on a 2 hypothèses qu'on a formulées au laboratoire. La première hypothèse, c'est de se dire que en fait, nos mitochondries fonctionnent moins bien. On a une perte de fonction. La deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, on aurait juste moins de mitochondries. Alors pour la première hypothèse, je ne vous montrerai pas l'expérience parce que c'est un peu compliqué. On a pu vérifier que quand on isolait les mitochondries de ces cellules qui ont été cultivées en glucose, elles fonctionnaient parfaitement bien. On ne peut pas les dissocier, les discerner des cellules qui étaient cultivées dans les conditions de contrôle. Donc c'est pas ça. Est-ce que c'est une diminution de quantité? Donc, pour répondre à cette question, c'est assez simple. Il suffit de regarder, en microscopie électronique par exemple. Donc c'est ce qu'on a fait. Ici dans les conditions de contrôle, on a une section de levure observée en microscopie électronique. C'est vraiment l'image de l'œuf coupé en deux ici. Vous voyez, notre levure elle est assez ovoïde. Ici c'est le noyau. Ici c'est un organelle qui n'est pas présent dans nos cellules, qu'on appelle la vacuole. Et tous ces petits ronds blancs là, on les a entourés, ce sont les mitochondries. Quand on cultive les levures en présence de glucose, voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup moins de mitochondries. Et donc la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les mitochondries ne sont pas dysfonctionnelles, c'est juste qu'il y en a moins. Donc ce qui semble se passer, on a pu le vérifier depuis, c'est que le glucose impose un signal au niveau du noyau, il va lui commander d'arrêter la production de mitochondries. Et de ce fait, on va même perdre le rétrocontrôle qui va de la mitochondrie vers le noyau. Et on se retrouve dans une situation où il y a très peu de mitochondries dans ces cellules. Donc vous le voyez si on récapitule, on a retrouvé les 3 marqueurs de l'effet Warburg dans nos levures. Diminution de la respiration, augmentation de la fermentation. Ça, on peut l'expliquer très bien du coup parce qu'on a beaucoup moins de mitochondries. Ce qu'on n'a pas expliqué encore, c'est pourquoi ces cellules se divisent plus vite. Donc, je vais montrer une expérience qui permet d'essayer de répondre à cette question-là. Elle n'a pas été faite au laboratoire, elle a été faite par des collègues qui travaillent sur des cellules de cancer du sein. Alors, quelle est leur idée? Alors, eux, ils auront une idée qui est assez simple dans le principe, c'est de se dire, on prend des cellules cancéreuses et on va essayer de moduler la quantité de mitochondries fonctionnelles dans ces cellules. La façon d'y arriver est peu orthodoxe. J'aurais jamais essayé ça. Ce qu'ils se sont dit, ces gens-là, c'est que comme la mitochondrie elle est rentrée une première fois dans les cellules lors de l'endosymbiose, on va refaire la même chose. Ils ont purifié des mitochondries de cellules saines, ils les ont mis en contact avec des cellules cancéreuses, et l'espoir, c'était que les mitochondries allaient rentrer dedans,
et donc comme ça moduler la quantité de mitochondries fonctionnelles dans ces cellules. Donc, voilà l'expérience. Donc ce que vous voyez ici, ce sont chaque petite forme ici, ce petit triangle, c'est une cellule. Ils ont rajouté ces mitochondries purifiées dont je vous ai parlé, mitochondries fluorescentes, ce qui va leur permettre de voir si elles sont vraiment rentrées dans les cellules. Et effectivement, en microscopie à fluorescence, on se rend compte que les cellules sont allumées, les mitochondries sont rentrées. Alors quel est l'effet de moduler comme ça la quantité de mitochondries dans ces cellules? Si on regarde 48 heures après avoir fait ce traitement, dans les conditions de contrôle, on n'a pas ajouté de mitochondries, les cellules se sont multipliées, elles arrivent à ce qu'on appelle la confluence, elles ont tout l'espace possible dans la boîte. Quand on ajoute les mitochondries, les cellules sont très éloignées les unes des autres, elles ont poussé beaucoup moins vite. Donc il semble que le simple fait d'ajouter des mitochondries, donc d'augmenter le nombre de mitochondries dans les cellules, va provoquer une diminution de la vitesse de prolifération cellulaire. Du coup, ils ont pu également vérifier, même si on ne le montre pas, une diminution de la fermentation et bien sûr une diminution des éléments constituant la glycolyse. Donc il semble bien qu'en simplement modulant la quantité de mitochondries dans une cellule animale, on module sa vitesse de prolifération. Plus il y a de mitochondries, moins ça va vite, plus la production d'ATP est efficace, mais c'est lent. Et moins il y a de mitochondries, et plus ça va vite, parce que le système de glycolyse est extrêmement rapide, même s'il n'est pas très efficace. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, dans le cadre d'une cellule cancéreuse, quel peut être l'avantage d'avoir mis en place cet effet Warburg? Donc en fait, il y a 4 axes pour répondre à cette question-là. Le premier axe, c'est qu'en fait, ça va permettre à la cellule de produire rapidement de l'ATP. Et ce qui est important ici, ce n'est pas la quantité d'ATP produit, ça serait la même chose si on disait au niveau de la mitochondrie, en termes de quantité, c'est le terme rapide. Parce que ces cellules ont une multiplication extrêmement rapide, et donc il faut produire cet ATP à la demande. Il y a des variations qui peuvent être soudaines. La deuxième chose, c'est que cette synthèse d'ATP rapide, elle est liée à une augmentation de la glycolyse. Et souvenez-vous de ce que je vous ai raconté au tout début, dans cette glycolyse, il y a plein de petites étapes. Et chacun de ces petites étapes sont ce qu'on appelle des précurseurs qui peuvent servir pour les biosynthèses. Et donc si ça va plus vite ici, il y a plus de disponibilité pour ces précurseurs qui vont permettre à la cellule de se multiplier plus vite parce qu'elle sera capable de produire plus facilement des acides aminés, des lipides, et donc des protéines, et donc de se multiplier. Le troisième axe, c'est de ce côté-là. C'est le lactate produit par la cellule tumorale va être recraché dans le milieu extérieur. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas utiliser. Et ça, c'est quelque chose d'acide. Et ça va contribuer au développement d'un micro-environnement tumoral plutôt acide qui favorise la tumorogénèse de ces cellules. Enfin, le dernier point, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on a vu une forte diminution de la quantité de mitochondries dans ces cellules. Et ça va impacter la signalisation cellulaire. En fait, vos cellules sont constamment en train de communiquer entre elles. Il y a constamment des signaux qui arrivent aux cellules pour leur dire de se diviser, d'arrêter de se diviser, de mourir s'il faut. Et une grande partie de ces signaux sont intégrés au niveau des mitochondries. Et comme il y a beaucoup moins de mitochondries, voire quasiment plus du tout dans certains cas, toute cette signalisation est totalement non fonctionnelle. Et donc ça contribue à ce processus de cancérisation. Alors cet effet Warburg, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner pour les cellules cancéreuses, hein, ça leur permet un petit peu de se diviser plus vite. C'est également quelque chose qui va être utilisé pour le diagnostic, puisque vous avez compris que ces cellules-là consomment énormément de glucose. Donc ce qu'on va utiliser en clinique, c'est ce qu'on appelle le PET scan. C'est un appareil dans lequel vous rentrez. Avant ça, on vous injecte un analogue du glucose, radioactif, mais non métabolisable. Et ce qui va se passer, c'est que les tissus qui sont extrêmement actifs du point de vue de l'utilisation de glucose
vont accumuler cette molécule-là. Et comme ils émettent de la radioactivité, on va pouvoir les voir. Et donc on a une vision tridimensionnelle de ces organes. Donc dans ce patient sain ici, on voit que ce qui consomme le plus, c'est le cerveau. On pourrait voir aussi, peut-être en rouge, je ne sais pas si vous voyez, le cœur, ainsi que les reins. Et ici, c'est la vessie, parce qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va passer dans la vessie, ça sera éliminé par là. Donc ça, c'est un outil extrêmement efficace. On peut comme ça visualiser les tumeurs, l'état d'avancement, éventuellement les métastases qui peuvent être provoquées par ces cancers. Voilà, donc Otto Warburg avait émis l'hypothèse que les cancers sont causés par l'altération du métabolisme. Donc en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu ici, les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux. Vous venez de voir aujourd'hui que cet effet Warburg est nécessaire, en tout cas il est essentiel pour que ces cellules puissent acquérir un certain nombre de propriétés qui les rendent cancéreuses. Et donc aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui sont en cours pour essayer justement de moduler cet effet Warburg de manière à contrer un petit peu ce processus de cancérisation et diminuer l'agressivité de ces cancers et peut-être même éventuellement un jour les soigner. Voilà, donc j'ai fini avec mon exposé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Patrick. Très clair. S'il y a des questions, il y a un micro qu'on va passer dans le public. Oui, j'ai une question. Si je peux me permettre. Ce qui nous intéresserait, nous, cliniciens, c'est d'augmenter le nombre de mitochondries. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez d'autres idées pour le faire que de transfecter par des mitochondries? Est-ce qu'il y a un traitement chimique qu'on puisse tester pour voir si on peut y arriver? Et si vous avez la réponse, ça nous intéresse encore plus. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de traitement de molécules chimiques qui permet de faire ça. Ce vers quoi les gens se tournent actuellement, c'est vers des reprogrammations métaboliques en changeant le régime alimentaire des gens, en donnant des régimes cétogènes. C'est de rendre indispensable les mitochondries de manière à diminuer la diminution de ces mitochondries, et donc fatalement d'en avoir plus et potentiellement pouvoir réussir à contrecarrer cet effet Warburg. Donc, vous pensez que le régime cétogène augmente le nombre de mitochondries, c'est ça? C'est votre idée, vraie ou fausse, mais c'est ça? C'est pas mon idée à moi, mais c'est l'idée qui traîne. C'est-à-dire que c'est d'obliger, en diminuant la quantité de glucose d'un côté, en augmentant la quantité de protéines et de lipides, on va forcer un petit peu le métabolisme mitochondrial, notamment par la bêta-oxydation et l'utilisation des acides aminés. Et donc ça va obliger les cellules à avoir un petit peu plus de mitochondries que ce qu'elles ont actuellement. Alors il y a quelque chose qui est courant quand on travaille sur les mitochondries, c'est ce qu'on appelle l'effet seuil. C'est-à-dire que jusqu'à un certain moment, on peut diminuer la quantité de mitochondries sans qu'il ne se passe rien, mais tout d'un coup, ça va avoir un effet drastique. Donc l'idée, c'est de repasser de l'autre côté, même si ça correspond à un tout petit gain de fonction, pour justement contrecarrer cet effet Warburg. Et justement, l'effet seuil, il est à combien en glucose pour passer à l'effet Warburg en fermentation dans une cellule normale et en saccharolysèse? En cellule humaine et saccharolysèse. Ça c'est difficile à dire, parce que l'effet seuil il est défini en général au niveau du fonctionnement de la chaîne respiratoire, principalement. Et ce qu'on voit, c'est que dans les levures, on a une diminution au moins par 4 de la vitesse de respiration, donc par 4 des mitochondries. Et dans les cellules animales, c'est dans les mêmes ordres de grandeur, ça peut même être beaucoup plus important. Donc la quantité de mitochondries présentes dans les cellules cancéreuses est extrêmement faible. Mais pourquoi dans tous les phénomènes de bioproduction en industrie, avec saccharolysèse, on se met en respiration, on se met au lieu de se mettre en fermentation pour augmenter la biomasse? Bonne question. Parce qu'en fait, c'est une question de prix, c'est une question d'argent. C'est une question de rentabilité. Avec la respiration, on fait le maximum de biomasse et du minimum. Tout à fait, donc on n'a pas de sous-produit, on ne va pas avoir accumulation Oui, d'éthanol. Le problème, c'est que si on fait pousser des levures dans un biofermenteur, on va produire en permanence de l'éthanol, et à partir d'une certaine concentration, ça va devenir toxique même pour les levures. D'accord. Donc là, il faut les maintenir dans une bonne condition de production. D'accord, oui, c'est bien.
Vous parlez du PET scan, Oui. donc c'est pas métabolisable ce qu'on va. Donc, qu'est-ce que vous appelez pas métabolisable? En fait, c'est un glucose et qui ne pourra pas être utilisé par la glycolyse. Donc il va rentrer dans les cellules, il va être reconnu par les transporteurs qu'il faut rentrer dans la cellule, et ensuite, elles n'en feront rien. Donc il va rester là, et c'est parce qu'il s'accumule, alors que normalement le glucose ne s'accumule pas, tout de suite il est utilisé, qu'on va pouvoir visualiser les organes, donc notamment les tumeurs, qui consomment beaucoup de glucose. Ce qui voudrait dire que le cancer ne profite pas de cette injection de sucre ou il en profite aussi? Ah non, au final, de toute façon, il ne l'utilisera pas. Et au bout d'un moment, il va ressortir, il va être éliminé. Donc le PET scan n'est pas dangereux. Pas à ma connaissance. C'est un atome de fluor qui remplace C'est ça, c'est un un atome. oxygène ou un groupe C'est ça, puis hydroxyle. on a une bioxydation d'une fonction alcool en moins qui fait qu'il ne peut pas rentrer dans la glycolyse. La présence du groupement hydroxyle est essentielle pour continuer C'est la ça. En chaîne. fait, la première, Et c'est le fluor qui est marqué. la C'est première pas- étape lorsqu'un glucose rentre, c'est d'empêcher de sortir. On va aller coller un petit phosphate dessus en utilisant de l'ATP. Et donc cette première étape fait que ça dirige complètement la glycolyse dans le sens de l'utilisation du glucose. En enlevant la fonction alcool sur laquelle se fixe ce phosphate, on empêche ça. Et donc du coup, D'accord, c'est qu'on ne peut même pas fabriquer de G6P, de glucose 6-phosphate. La première étape de voilà, la glucose, c'est c'est bloqué. impossible. Voilà, D'accord, c'est- c'est un déoxyfluorure. Donc en fait, il reste dans le cytosol, Il sans rien rentre, faire. il finira par ressortir. Et, D'accord. Et le leurre, on peut mettre, quand on met de la metformine et qu'on bloque la respiration, ça crée un leurre génétique, un signal génétique qui dit de réactiver les mitochondries, ou est-ce que c'est un moyen chimique par exemple, de garder le plus de mitochondries dans la cellule? Le problème, c'est que ça va être quelque chose qui va être très peu spécifique. Si on commence à utiliser des choses comme ça, on va affecter le métabolisme de toutes les cellules. On ne veut pas ça. Donc, il faut trouver un moyen de moduler l'activité mitochondriale sans complètement anéantir le métabolisme de toutes les cellules. On a besoin notamment des cellules hépatiques pour un métabolisme extrêmement fort, extrêmement rapide. Donc il ne faut pas non plus aller... Ça l'anéantit pas. Non, il ne faut pas, voilà, c'est ça. Il faut faire attention. Donc, La metformine active. voilà. La metformine inhibe temporairement, très localement, et puis l'effet à long terme de le réactiver. Oui, bien sûr, je sais pas bien que ça ne soit pas tout le temps. C'est un commentaire, hein, c'est pas une question. Oui. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'effet Barbeau et le cancer sont des notions d'approche. Et la conclusion que nous on peut tirer, c'est le jour où on a levé l'effet Barbeau, on a guéri le cancer. En tout cas, on empêche très fortement son développement. Il n'est pas guéri, mais c'est certain qu'à ce moment-là, on aura une division beaucoup plus lente de ces cellules et donc c'est beaucoup plus facile d'éviter la métastase et ces problèmes de ce type-là. Alors, j'ai essayé, mais je suis pas le chimiste, de lire sur ce qui, sur le cycle de la mitochondrie. Au fond, c'est des lettres qui sont là-dedans, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui les fait se multiplier. Ça serait fondamentalement cliniquement important, à un moment ou à un autre, d'avoir de façon stimulée le nombre de mitochondries, et possiblement par autre chose sur la région. C'est un commentaire, ça ne peut pas. Oui. C'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a cette boucle dont je vous ai parlé de rétro-contrôle permanent entre la mitochondrie et le noyau. Il y a des facteurs de transcription qui sont spécifiques de gènes qui codent pour des protéines mitochondriaux. Et on a un système de réponse à la concentration en oxygène, notamment, qui est impliqué là-dedans. Et dans l'autre sens, on a des signaux, notamment des ROS, qui vont perdre des espèces activées d'oxygène, qui vont permettre à la cellule de savoir combien il y a de mitochondries et éventuellement de ralentir. Donc on peut jouer éventuellement là-dessus. Mais ce que les gens essaient de faire actuellement, c'est plutôt de jouer sur le métabolisme de manière générale. Est-ce qu'on a étudié la population mitochondriale en fonction des cycles biologiques, alors circadiens, division cellulaire et métabolique? Non, pas métabolique, mais division cellulaire et circadiens. Ça a été fait, ça c'est des vieilles études. A priori, il n'y a pas de modification des fonctions mitochondriales par elles-mêmes. Par contre, il y a très clairement, la mitochondrie fait partie du cycle, parce qu'elle doit être, le pool de mitochondrie doit être réparti entre les cellules filles. Il y a toute une machinerie qui est à l'œuvre ici, notamment avec ces mouvements mitochondriaux que je vous ai montré tout à l'heure.
Et donc il y a une régulation très fine de ce qui se passe à ce niveau-là. Juste une question. Tu nous as parlé d'effet de seuil tout à l'heure. En gros, les cellules tumorales sont en dessous de ce seuil de production de consommation d'oxygène et les cellules saines sont au-dessus, grossièrement. Donc, si on avait une thérapeutique oscillante qui consisterait soit à faire passer progressivement les cellules tumorales au-dessus du seuil, soit au contraire les faire descendre l'ensemble des cellules, de sorte que des cellules qui sont déjà très basses finissent par atteindre un seuil de morbidité, sans faire passer les cellules saines, c'est-à-dire que si on descend, il faut jouer avec le seuil. Il y a un seuil, un premier seuil qui est celui de la consommation quotidienne, et il y a un seuil en dessous duquel c'est carrément l'explosion de la cellule, elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Bon, de toute façon, les mitochondries, même si elles sont non fonctionnelles, elles sont essentielles parce qu'il y a tout un tas de voies métaboliques qui passent par là. De la synthèse des acides aminés, la synthèse des acides gras, la fabrication des protéines à N, tout passe par là. Donc c'est vraiment un noyau de convergence, un carrefour de voies métaboliques. Donc la cellule ne peut pas s'en débarrasser totalement. Donc si ça arrive, c'est la mort. Ce que je voulais dire, c'est que un paramètre qui n'apparaît pas quand on dit qu'on met tel médicament, on met telle substance, c'est la fréquence à laquelle on injecte. Et le fait, si on connaît le temps de réponse, là on compte en quelques heures par exemple pour Saccharomyces, si on connaît ces temps propres, on peut jouer sur la rapidité avec laquelle on stresse les cellules et pour que les cellules saines supportent le stress sans passer en dessous du seuil fatidique et petit à petit égrener les cellules tumorales. Et il semble que tu connaissais aussi à Jean-Yves que je dis ça, c'est que sur le plan des cycles, si on connaît cette fréquence, ce serait bien d'étudier sur le plan systémique, de jouer, même pour une substance, metformine ou autre, jouer sur la fréquence à laquelle on donne ça et la dose, pour voir si ça a un effet sur les populations de cellules tumorales au sein d'un environnement donné. Dans ton modèle, tu as deux populations, au moins deux phénotypes, un glycolytique et un plus oxydatif. Et il faut jouer sur la résonance entre ces deux dossiers. Tu vois à peu près ce que je veux dire. Oui, on parle de la metformine. Personnellement, j'étais diabétique, type 2. J'ai pris de la metformine pendant 20 ans. Et quand j'ai commencé à faire de l'autophagie, j'ai arrêté la metformine. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que en maigrissant, toutes mes cellules de graisse ont relâché le sucre qui ont été accumulés dans mes cellules et c'était un buffet gratuit pour le cancer. Ma glycémie est montée jusqu'à 245. Ça a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois afin qu'il n'y ait plus de sucre dans mes cellules graisseuses et elle est redescendue. Donc personnellement, je considère que la metformine est dangereuse, ce qui a été confirmé par 2 médecins, un américain et un canadien, Jason Fong et Eric Berg. Votre avis? J'ai pas d'avis. J'écoute. Voilà. Voilà, on a un policier. Quand j'ai mis les malades, quand des malades se sont mis sous metformine, nous on n'a rien vu. Bien sûr, les souris, ça marche splendidement bien. Sur les malades, il n'y a pas de réponse tumorale. Donc je ne pense pas que la metformine soit un vrai traitement de cancer. Je passe de prendre un voisine qui voulait parler. Après, il y avait une cas spécifique du diabète, si tu veux parler. Je voudrais poser une question. Quand on est vieux, on a une diminution respiratoire physiologique, surtout quand on a fumé. Bon. Et est-ce que dans ces cas-là, on pourrait, avec le régime cétogène ou autre, augmenter les mitochondries? Pour la partie respiration, si au niveau des poumons, dont vous parlez, donc ça c'est une chose. Pour ce qui se passe au niveau de vos cellules, le meilleur médicament c'est le sport. Si vous faites du sport, vous allez considérablement augmenter le nombre de mitochondries présents dans vos muscles. Et le sport, c'est pour une personne âgée, c'est quoi par exemple? Marcher? C'est marcher, autant qu'elle peut. Tant qu'une personne peut faire de l'exercice, elle en fasse. D'accord, merci beaucoup. Je vais donner une partie de réponse. Il y a vraiment une différence entre le sport intensif. J'ai une amie qui a un cancer du sein et qui me dit je fais du sport, mais en fait, c'est tel qu'elle me l'a décrit, c'était trop intensif. Il faut que ce soit
la très basse intensité, mais de longue durée. Donc marcher toute la journée, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Un peu de vélo tranquille si on a envie de faire une promenade. Il faut que ce soit très doux, il faut que ce soit sur la durée. Parce qu'au-delà d'une heure d'effort, avec un effort de basse intensité, un jogging tranquille, une marche à 6-7 à l'heure, c'est déjà pas rapide. Mais marcher, ça permet de, bien sûr, faire circuler le sang, mais surtout de consommer des lipides. Parce que si on fait un effort trop intense, on va consommer préférentiellement des glucides, on va faire de la glycolyse, et là, c'est pas bon. Ce seuil dépend de chacun, il faut se sentir bien, parce que c'est ça le secret. C'est faire du sport, oui, mais se sentir bien. Il ne faut pas avoir le sentiment qu'on soulève des poids ou qu'on fait un effort. C'est pas un problème psychologique. Il faut faire du sport sans avoir l'impression de faire un gros effort. C'est un tout petit effort de très longue durée. Voilà. Oui, bah, régulier et alimenté. Et un cancer du côlon, il y avait 6 mois. Là, ça fait 2 ans, et j'ai fait la marche tous les jours pendant 1 heure. Même si ça me pesait. C'est pesant psychologiquement peut-être. Est-ce que La fatigue. La fatigue aussi, voilà. Quand on est malade, effectivement, le simple fait de marcher peut faire aussi fatigant. C'est pour ça que, avant de tomber malade, avoir un effort régulier de faible intensité, c'est beaucoup plus rentable pour la santé que de soulever des poids et de se faire de beau dans les salles de sport, etc. Je voudrais parler des bienfaits de l'huile d'olive qui permet aux cellules de communiquer, chose que ne fait pas les beurres et les graisses saturées. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai toujours eu, enfin, j'ai pas de cancer, mais moi, j'ai toujours eu un petit peu de cholestérol et des triglycérides. Et là, ça fait 4 ans maintenant, je prends toujours que de l'huile d'olive le matin. Et là, je l'ai eu, franchement. Et je marche aussi. Mais moi, j'ai toujours une alimentation. Je ne fais pas, je ne bois pas. Pratiquement pas de viande. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir du cancer. Donc voilà. Il y a toujours des hasards, il y a toujours une part de hasard dans la vie. La vie, par définition, c'est pas un programme. C'est une des choses que je répète dans cette exposition. On a tendance à voir le fonctionnement des cellules comme étant l'application d'un programme, l'exécution d'un programme, c'est le dogme. Il est tacite, hein, c'est qu'il n'est pas formule parfois, on peut le voir formulé dans certains livres, mais on est en train de déconstruire le dogme le paradigme de la cellule ordinateur. Et la vie, il y a du hasard, il y a de la fluctuation, sinon il n'y aurait pas d'évolution, nous sommes tous encore des cellules identiques, clonées, et si on existe en tant qu'être multicellulaire, c'est parce qu'il y a du hasard, à grande échelle, et aussi à petite échelle, à l'échelle locale, mutation, cellules normales, etc. Mais on a quand même aussi la raison qu'il peut faire un peu de déterminisme, de se dire, on choisit de faire du sport, on choisit de manger ceci, de ne pas manger cela, et c'est une lutte entre les forces de hasard et les forces de déterminisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Voilà, merci encore à Patrick pour cet exposé de clarté rare. Et il y aura un deuxième exposé dans une vingtaine de minutes, après une petite pause. Merci.